Découvrez le monde avec Voyage Humania et ensemble, préservons la beauté du monde. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on vous amène à la découverte des civilisations précolombiennes. Où ça? Au Mexique et au Pérou, entre autres. Et on aura la chance de voir des paysages extraordinaires, de rencontrer des peuples extrêmement intéressants, vraiment des circuits hors du commun qu'on a à vous proposer cette semaine. Et pour nous en parler plus amplement, je suis en compagnie de Marc-André Bédard, qui est concepteur de voyage, guide et accompagnateur pour Voyage Humania. Marc-André, bonjour. Bonjour, Mélissa. Ça me fait plaisir de te recevoir à l'émission aujourd'hui. On a vraiment des propositions super intéressantes là, à présenter aux gens aujourd'hui. D'abord, le Mexique. Puis, tu sais, quand on pense au Mexique, spontanément, qu'est-ce qui nous vient en tête? Les plages. Les plages. Hein, les tout inclus, la Riviera Maya, Puerto Vallarta. Mais il y a tout un univers mexicain, dès qu'on s'éloigne un petit peu des plages, qui est formidable à découvrir. Je pense, entre autres, aux sites archéologiques qui sont là depuis, on peut quasiment dire, des millénaires. Et c'est ça que tu as envie de nous proposer aujourd'hui dans le circuit. En fait, j'ai envie d'emmener les gens à découvrir le Mexique authentique. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de voyages de groupe qui font le Mexique, à part les voyageurs qui font le balnéaire. Donc, ça va faire quelque chose de nouveau à offrir. Totalement, Ouais. hein, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est peu offert, la découverte du Mexique, authentique, comme tu dis. C'est ça. Et donc, ça, c'est un circuit que tu as bâti toi-même, Ouais. là. OK. Qu'est-ce qui t'a guidé dans les choix? Parce que là, il y a en plusieurs fait, possibilités, là. C'est un pays festif, le Mexique. C'est un pays de couleurs. Ouais. Fait que je veux voir le Mexique dans toutes ses couleurs. Et il y a des couleurs aussi à trait avec la nature. Ouais. Et comme biologiste, il y a des choses que je réserve très intéressantes par rapport à ça. Dans le fond, le circuit est divisé en 3 parties. Il y a comme une partie, je vais La les partie nommer les 3. archéologique, Oui, là. c'est archéologique. Ensuite, on va découvrir tout l'univers des villes coloniales, Des villages magiques. Les villages ce qu'ils appellent mexicains là-bas les typiques, là. pueblos mágicos, Ah. qui ont gardé leur tradition là, OK. authentique. Là. Et il y a l'aspect nature L'aspect également nature. qui va être au programme. C'est ça. Si on commence avec les sites archéologiques, là, si je ne me trompe pas, là, c'est pas moins de 12 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans les 2 semaines qu'on va faire, il y a 12 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est incroyable, mais c'est incroyable. fou qu'on n'ait pas visité ces choses-là. Tout ça, c'est au Mexique, là? Et les gens ne le connaissent pas beaucoup, donc non. les gens ne savent pas qu'ils ont manqué ces choses-là. Donc Ouais. là, ils vont avoir la chance de venir voir. Ben oui! Quel genre de site archéologique on va pouvoir découvrir? En fait, au départ, les Aztèques de la tribu Mexicas se sont installés dans la région qui est aujourd'hui Mexico City, qui a 20 millions d'habitants dans la mégapole, la capitale. Et quand les Espagnols sont arrivés à 1519, il y avait déjà 500 000 personnes, un demi-million. Hey! Et c'était une plaine marécageuse. Ils ont fait des canaux pour irriguer un peu ces choses-là. Et notre première activité, on va aller la passer là, sur les canaux aztèques qu'on voit encore aujourd'hui, où il y a quelques gens qui vivent là. Ah, ouais. Faire une balade en gondole mexicaine, la Oui, trainera, mon Dieu! avec pique-nique et mariachi qui vont venir nous faire une petite sérénade aussi. Fait qu'on se met dans l'ambiance festive du Mexique, dans l'histoire des Aztèques aussi, dès le départ. Et au centre de Mexico City, on voit aussi les vestiges de Tenochtitlan, cette ville-là, capitale des Aztèques. OK. Il y a un vestige de la Grande Pyramide qu'on appelle le Templo Mayor, qu'on peut voir encore aujourd'hui dans le cœur de la ville de Mexico. Wow! Après ça, on s'en va à Tula, qui est un site toltèque qui date de 1200 ans à peu près, où il y a 4 grosses statues, entre autres, qu'on appelle les Atlantes, qui mesurent 4,6 mètres de haut, pèsent 8 tonnes chacune, qui sont sur le dessus d'une pyramide, et ils supportaient une salle avant, à cet endroit-là. Et il y a aussi Xochicalco, qu'on va aller voir, qui est un très beau site, très bien conservé, d'un site fortifié
commercial, religieux, militaire, etc. Puis j'imagine qu'en visitant ces sites-là, bien, non seulement c'est impressionnant, d'abord et avant tout, mais il y a un guide sur place qui nous apprend l'histoire de ces peuples-là. Parce qu'on les connaît peu. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas juste les Aztèques comme tels, il y a plein d'autres civilisations qu'on va voir. Et on finit dans les visites des sites archéologiques par Teotihuacan, qui est la grande capitale, qui a 200 ans avant Jésus-Christ. Il y avait déjà plus de 200 000 personnes qui vivaient là. C'était une des plus grosses villes du temps, qui a des grosses pyramides du Soleil, de la Lune. C'est un site extraordinaire qu'on va aller voir aussi. Wow! Fait que ça, c'est pour l'aspect site archéologique. Site archéologique. Après ça, il y a les villes coloniales. Les villes coloniales. Donc là, l'arrivée des Espagnols. L'arrivée des Espagnols et les villages magiques qu'on appelle. Pourquoi on les appelle les villages magiques? Parce que c'est une appellation contrôlée, si l'on veut, que le Mexique a fait sur des villages pour les inciter à garder leurs coutumes, garder leur architecture, etc. Donc, c'est vraiment exceptionnel de voir ces petits villages-là. On se pince quand on se balade dans les belles rues de ces villages-là, de ces villes coloniales-là. Puis là, on arrête le temps quand on s'en va sur les places centrales, prendre un petit café dans une terrasse, ces choses-là. C'est toutes des rues avec des maisons colorées un peu partout. C'est vraiment très joli. Et on va donner du temps libre aussi pour que les gens aient le temps de le découvrir à leur propre rythme. Oui. Vous avez le goût de voir certaines choses en particulier. Vous voulez prendre votre temps dans un petit restaurant. Donc, il va y avoir du temps libre pour s'aider à découvrir ces villes-là comme Guanajuato, qui est la capitale des mines d'argent. OK. San Miguel Allende, qui est considérée comme la plus belle ville du Mexique. Ah oui? Puebla, qui est une ville magique aussi à cause de tout le centre-ville, qui est un des mieux préservés au Mexique, qui est très, très, très beau. C'est la capitale aussi de la gastronomie. C'est la capitale des confiseries. C'est la capitale du mollet. Le mollet, par exemple, on pourrait avoir du poulet avec une sauce au cacao par-dessus, avec un petit peu de piment, un petit peu de cannelle, des amandes. C'est vraiment... Beau petit mix, oui, c'est ça. Beau petit mix, là. Mais d'ailleurs, la cuisine traditionnelle mexicaine est considérée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO comme site et comme tradition immatérielle. C'est ça, hein? Parce que de plus en plus, on intègre le patrimoine immatériel. Donc, tout ce qui touche les aspects culturels des différentes et les mariachis populations. Ouais, c'est ça. Le mariachi aussi, qui est un patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est ça. Et dans les villages magiques, on va aller visiter aussi des très, très, très beaux villages. Querétaro, on va le visiter aussi. Le beau petit village magique de Tepoztlán, qui est vraiment photogénique, qui est vraiment spécial, spectaculaire. Valle des Bravos, où on va terminer qui est sur le bord d'un lac. C'est vraiment très, très joli. Dolores Hidalgo, qui est là, la capitale de céramique. Et c'est l'endroit où le cri de ralliement pour l'indépendance contre l'Espagne a été fait en 1810, à partir de ce village-là. Wow! Hey, mais vraiment, là, c'est très, très diversifié. On va vraiment découvrir, je trouve. Découvrir l'histoire, découvrir la culture, la gastronomie, découvrir, en fait, ce qu'est le Mexique. Ce qu'est le Mexique, hein, on s'entend. Et le vivre. Oui, absolument. Et là, on termine ça par l'aspect peut-être en une minute environ là, pour en parler, mais il y a l'aspect nature qui est au cœur. Évidemment, comme biologiste, Marc-André, ça fait partie du développement des voyages que tu fais. Il y a le volcan Popocatépetl, qui est à 5432 mètres d'altitude, un volcan actif, qu'on voit très bien à partir de Cholula, près de Puebla, qu'on va passer 2 journées là. Et il y a l'aspect des cultures, des agaves, de la tequila, dégustation de tequila, les cactus. Et on va finir par une finale, comme biologiste, c'est unique au monde comme tel, d'aller sur la réserve de la biosphère des papillons monarques, où les papillons monarques partent du Canada, des États-Unis et s'en vont passer l'hiver. Et donc, mais ça, c'est une réserve, c'est-à-dire... C'est une réserve à l'UNESCO pour protéger... En fait, les papillons monarques, c'est la seule espèce de papillon au monde qui migre. OK. Normalement, les papillons vont rester en vivant 2-3 semaines. Là, ils vont descendre à la fin de l'été, prendre 2 mois pour arriver au centre du Mexique, dans des petits bosquets de sapins oyamel, qu'on appelle. Okay. Il y a à peu près, grosso modo, par année, 100 millions de papillons qui vont migrer au Mexique. Dans quelques petits bosquets qui font peut-être 100 mètres par 100 mètres chacun. Et chacun de ces papillons-là, il va pour la première fois de sa vie, il retrouve les petits bosquets. Bien, voyons Et donc. quand ils vont passer tout l'hiver là, au mois de mars, ils vont revenir. Et là, ils vont prendre
plus de temps à revenir parce qu'ils vont se reproduire. OK. Ceux qui vont partir du Mexique, en fait, et ceux qui vont arriver du Canada, ce sera les petits-enfants de ceux qui ont passé l'hiver au Mexique. Oh! C'est comme full touchant. Et quand ils vont revenir, repasser l'hiver suivant, ce sera les arrière-petits-enfants. Les petits-enfants de nos petits-enfants vont revenir l'année suivante. Et ça, c'est 4 générations en un an. Pour les humains, c'est comme 100 ans que ça prend. Ouais. Donc, c'est comme si, par exemple, on s'en va au Mexique dans un condo. 100 ans après, les petits-enfants de nos petits-enfants vont retrouver le même condo. Oui. L'image est super bonne. Ah non, mais c'est vraiment très, très C'est intéressant. vraiment très, très spécial. On ne connaît pas ça. Non. Et c'est vraiment intéressant de découvrir cet aspect-là. Puis là, on est entouré de papillons là, quand on est là. Oui, parce là. qu'ils vont se regrouper sur les arbres, sur les branches des arbres, en moyenne à une densité de 5000 par mètre carré. Ah! Donc, il va y avoir des milliers et des milliers de papillons qui volent autour de nous autres. Il y en a C'est peut-être qui vont se poser sur magnifique. vous aussi. Ah ouais. On ne peut pas résister à cette féerie-là. C'est vraiment extraordinaire. Fait que tu termines toujours tes voyages en force. Une belle Fait que finale. Mexique, on termine ça avec Une les belle papillons. finale. On a envie de rester là. On n'a pas le goût de revenir à la maison. Marc-André, on s'arrête quelques instants. Puis au retour de la pause, on développe notre circuit au Pérou. Pérou. Là, ça va être totalement autre chose. Encore une fois, restez là. On se retrouve dans quelques instants. Merci. On était au Mexique juste avant la pause. On reste en Amérique, mais on s'en va au Pérou maintenant. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud, oui, Ouais. c'est ça. Un peu plus spécifique. Le Pérou, qui est un pays, on en parlait là, avant la pause, pendant la préparation de l'émission également, mais le Pérou, c'est vraiment un pays particulier, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Plein de spécificités, plein de contrastes aussi. J'ai envie de t'entendre nous parler du Il faut Pérou. aller là une fois dans sa vie. Oui, hein? C'est vraiment un pays de contraste. À titre d'exemple, on peut partir du littoral de l'océan Pacifique, la zone de pêche la plus riche au monde, et on trace une ligne de 200 km. On s'en va dans le désert avec les grosses dunes de sable. On traverse la cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes au monde, qui est longue de 7000 km. Et on arrive en Amazonie, l'Amazonie luxuriante, la plus grande forêt tropicale du monde, qui couvre un tiers de toute l'Amérique du Sud, en moins de 200 km. En moins de 200 km, on vit tout ça, Tous ces finalement, contrastes-là. dans le même pays. C'est ça. Donc, ça fait que tous ces contrastes-là de paysages amènent des gens qui ont développé des particularités aussi. Donc, le Pérou, c'est la plus vieille civilisation des Amériques, 5000 ans. Et aujourd'hui, il y a 60 ethnies amérindiennes qui font à peu près la moitié de la population du Pérou. C'est Aïe, beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup. Mais c'est ça, c'est des fun facts, on pourrait dire ça comme ça, Ouais. là, mais c'est des faits qu'on ne connaît pas, beaucoup. nécessairement par rapport Il y a, à au ce point de vue pays-là. de l'agriculture au Pérou, au moins 35 sortes de maïs de toutes les couleurs Hey! et plus de 4000 variétés de pommes de terre. Ben, C'est le voyons! paradis de la patate. Oui, c'est clair. Les gens de l'île du Prince-Édouard peuvent se rhabiller, là, hein, parce qu'au Pérou, hey, mais 4000 variétés Ouais. de pommes de terre, c'est C'est quasiment assez spécial. inimaginable. Tout ça est cultivé là-bas. là. Oui. Et on dit toujours, c'est pas le Pérou. Hein? C'est vrai, c'est une expression, on dit, une c'est pas expression qu'on entend parce que le Pérou est plus riche que d'autres pays, puis les gens ils jalousent ça un petit peu. OK. C'est quoi qui a fait la richesse du Pérou, Mélissa? Ben là, tu m'as donné l'information avant la pause. Ben c'est assez surprenant, tout le monde. Qu'est-ce Ben- qui faisait la richesse du Pérou dans les années 1800? Hein? Dans les années 1800, je vous le donne en mille, c'est le guano, le caca d'oiseau. Parce que le Pérou, en fait, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est la zone de pêche la plus riche au monde. Donc, il y a beaucoup de poissons. Donc, il y a beaucoup d'oiseaux marins. C'est Oui. la plus grande concentration d'oiseaux marins au monde. Et comme c'est très sec, le caca ne s'en va pas dans l'eau. Il s'accumule sur les roches. Uh-huh. Et dans les années 1800, le Pérou s'est servi de ça pour l'engrais et il s'est mis à exporter aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, entre autres, jusqu'à 600 000 tonnes par année de guano, qui est un fertilisant extraordinaire. Ben oui, et j'imagine. comme ils ont le monopole au monde, les prix ont monté, ils sont devenus extrêmement riches, ils ont fait la jalousie les autres. Donc, c'est le caca aïe. d'oiseau qui fait la richesse du Pérou. Mais c'est vraiment un fait cocasse, c'est vraiment Ouais, intéressant à ouais, savoir. ouais, ouais. Puis de là, l'expression, c'est pas le Pérou, dans le sens où le Pérou est un pays riche. Riche.
Eh C'est boy! ça. C'est drôle parce que moi, Ouais. j'avais une perception différente de cette expression-là. C'est pas le Pérou. Je pensais que c'était le contraire, en fait. Mais non, c'était par référence au fait que le pays était très riche. Très riche, bon, là, on vient d'en parler dans les années 1800 par le monopole du guano, mais très riche aussi, Touristiquement. évidemment, touristiquement. Il y a tellement de belles découvertes à faire. Parle-nous, là, essentiellement du Bien, circuit. que tu essentiellement, nous le proposes. circuit est divisé en 3 parties. C'est un 3 voyages en un. Ah, Et c'est pas un voyage avec une super finale, c'est un voyage avec 3 super finales à chacune des 3 parties. Première OK. partie, c'est la côte. On fait Lima, une super belle ville. C'est vraiment très beau. Faut découvrir Lima. Et on s'en va au sud de Lima, dans la région de Paracas, où on va faire une journée extraordinaire, où on fait l'avant-midi une excursion aux îles Ballestas, le Galapagos du Pérou. ah ouais. Et en après-midi, on s'en va en dune buggy dans les dunes de sable jusqu'au coucher de soleil pour voir le soleil se coucher sur les dunes. Et on va dormir à Ica dans un hôtel au pied des dunes. Oh my God! Ça fait une belle finale Ben, de cette vraiment. partie-là, le littoral. La deuxième partie, on s'en va dans l'Altiplano et dans la Cordillère des Andes. OK. Donc, on s'en va à Arequipa, la super belle ville blanche. On s'en va au canyon de Colca, où on va voir les condors tourner au-dessus de notre tête, qu'on va faire un partage avec la culture Pichoyo dans un petit village traditionnel. Et on va finir une journée en se paraissant dans les eaux thermales. Oh! Pas Et après pire. ça, on s'en va au lac Titicaca. Et au Ouais. lac Titicaca, on va aller faire une excursion d'une journée en bateau. On va rencontrer 2 peuples complètement différents. Les Huros, qui vivent sur des îles de roseaux OK. flottantes, Hein? qui ont construit eux autres mêmes. Ils vivent là-dessus. Ils vivent là-dessus. Wow. Et ensuite, on s'en va à l'île de Taquilé. On va rencontrer une autre ethnie. Et ces gens-là, en fait, ils vont nous faire déguster une truite délicieuse du lac Titicaca. Et on va découvrir aussi un artisanat très spécial, OK. classé au patrimoine de l'UNESCO, qui est le tricotage. Et à Taquilé, seulement les hommes tricotent. Ah ouais? Que madame, si vous voulez acheter une tuque faite par un homme, c'est l'endroit. C'est là que ça se passe! C'est hein? là que ça se pas ici passe, que ça va ouais. se passer nécessairement. Et après Ah ça, non, c'est intéressant. on s'en va à Cusco après ça. Le Cusco. nombril de l'Empire Inca qui faisait de la Colombie jusqu'au Chili. Wow. C'est une super belle ville. Le taillage de pierre que les civilisations Inca ont fait est vraiment extraordinaire. Vous allez voir la pierre à 12 angles, la pierre à 11 angles et plein d'autres monuments extraordinaires qui vont nous emmener dans la vallée sacrée, qui vont voir les laboratoires agricoles des Incas à Moray, à Pisac, les Ça, c'est villages, c'est les cultures en terrasse. en terrasse, Les c'est cultures ça. en terrasse où chaque terrasse a son microclimat. Hey! Et après ça, on s'en va à Machu Picchu. C'est Bien notre finale. sûr. Ah Et on le fait de façon spéciale aussi. Ouais. Comme tout le monde, on va prendre le train d'Ollantaytambo jusqu'à Aguascalientes, où en 90 minutes, on part des sommets enneigés à l'Amazonie. C'est fou, ça. Et on va coucher à Aguascalientes. C'est ça le spécial, qui fait que le lendemain matin, on peut être parmi les premiers à arriver sur Machu Picchu. On aura eu le temps de prendre plaisir à flâner à Aguascalientes et prendre plus de temps à découvrir Machu Picchu Ben oui. et en profiter, jouir du moment présent là, sur un site qu'on va se pincer de dire « je suis là, Hey, en c'est personne ». fou. Ah oui, on s'entend, là, c'est vraiment à C'est voir vraiment une extraordinaire. fois dans sa vie. Oui, là. extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Et la troisième partie, c'est 4 jours en Amazonie. Et là aussi, hein, ça se distingue de d'autres Oui, types de circuits. normalement, on va faire 3 jours. OK. Donc, ça veut dire qu'on arrive, on a l'après-midi, on est là, on repart le matin du lendemain, on a une nuit. Ouais. En fait, une journée complète. pleine de découverte. Nous, on va avoir 4 jours, 3 nuits, donc on va avoir vraiment 2 pleines journées de découverte en plus de 2 demi-journées. Ouais. Ça va nous donner la chance de bien voir la faune, la flore, les perroquets, les toucans, les singes, les d'autres animaux, mais aussi d'aller découvrir la vie humaine dans ces coins-là. D'aller Oui, voir ben- une famille qui a une ferme familiale, qui va produire des fruits, des légumes, toutes sortes de produits qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et d'aller rencontrer un village d'une ethnie amazonienne, partager avec eux, voir leur réalité. Parce qu'ils vivent carrément ils dans la vivent en forêt. Amazonie, dans la forêt. Ouais. Donc, c'est une finale émouvante, dépaysante au possible. là. Aïe, 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 que c'est intéressant. C'est un beau programme, hein? Vraiment, beau programme. Puis le fameux 200 km dont tu parlais au début avec Ouais. tous les contrastes, bien, c'est carrément ce qu'on va vivre On va dans les ce vivre. C'est circuit-là, pour ça là. qu'il y a 3 finales. Ben oui. Parce que chacune de ces particularités-là, il faut la faire marquer. Ben oui, c'est certain. Puis ça fait partie de ton modèle. De mon modèle. On pourrait dire ça comme ça dans la création des voyages Ouais. que tu proposes. Comment tu le résumerais, ce voyage-là, s'il y avait comme un mot ou une expression pour le résumer, le Pérou? Tous vos sens vont être mis à contribution
pour votre plus grand plaisir. C'est bon, ça. C'est bon, hein? Ouais. C'est une phrase parfaite pour aller à la pause, ça. On s'arrête quelques instants, restez des notes au retour de la pause. On résume l'essentiel des deux circuits dont on vous a parlé aujourd'hui, le Mexique et le Pérou. Restez là. Je vous avais dit qu'on en verrait de toutes les couleurs aujourd'hui. On est allé au Mexique, le Mexique authentique. On a découvert le Pérou et ses contrastes, ses extrêmes également. On va résumer un peu tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. Des circuits vraiment intéressants, vraiment différents, je pense, que de ce qui est proposé en général, surtout pour le Mexique, en tout cas. Là. Si on pouvait résumer les grandes lignes du Mexique, tu nous dirais quoi? Bien, en fait, dans ces deux voyages-là, on veut faire vivre des expériences. Il faut avoir le temps de s'imprégner de la destination. Il faut avoir le temps de développer des émotions aussi. Ça, c'est vraiment vivre des émotions. Puis c'est ça un peu notre philosophie. Oui, hein, de c'est ce la côté-là. philosophie Voyage Humania. Au Mexique, les particularités, c'est les villages coloniaux, les villages magiques, les villes coloniales ne sont pas exploités beaucoup dans les voyages de groupe comme tel. C'est tellement intéressant de se voir là, de prendre le temps aussi de flâner puis de ne pas être toujours à la course dans ces beaux endroits-là. Prendre le plaisir d'être dans ces endroits-là, de visiter des sites archéologiques extraordinaires aussi, qu'on ne s'attend pas nécessairement, mais qui sont vraiment, vraiment bien conservés et très beaux. Et d'aller voir, par exemple, en finale, les papillons monarques, c'est unique au monde. C'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie de quelqu'un. C'est pas facile à y aller nécessairement. Donc, puis là, ben, c'est sûr que comme biologiste, moi, c'est un attrait extraordinaire que je veux faire découvrir aux gens. Oui, puis tu vas être là pour nous expliquer tout ça, puis nous faire comprendre l'univers des papillons monarques. Comment saisir qu'est-ce qui fait que c'est unique, que c'est spécial, pour se sentir privilégié vraiment d'être là. Oui, vraiment. Ouais. Puis le Pérou, maintenant? Le Pérou, bien, c'est un grand pays, un pays majeur à faire à cause de l'archéologie, à cause aussi de tous les peuples qu'il y a là. Il y a beaucoup de sites extraordinaires à voir parce que les paysages sont très, très variés. Donc, on vit vraiment la terre de contraste. Est vraiment mis en valeur dans notre circuit comme tel, parce que passer du littoral au désert, de l'altiplano, la cordillère des Andes, tous les petits villages, les milieux qu'il y a là, et d'arriver en Amazonie, puis de vivre vraiment un peu c'est quoi l'Amazonie, on va sentir tous ces contrastes-là. Et le circuit est bâti pour qu'il y ait une acclimatation graduelle à l'altitude. Oui, c'est ça, c'était la question que je voulais te poser justement, parce que c'est une crainte parfois que les gens ont. C'est une crainte des fois que les gens d'aller ont. au Pérou à en fait, cause de l'altitude. Si on s'en va trop rapidement en altitude, alors qu'on n'est pas habitué dans l'altitude, il y a moins d'oxygène et on va sentir des effets. Si on sent des effets, on a des difficultés un petit peu à bien s'alimenter parce qu'on va avoir des problèmes digestifs, on va avoir des maux de tête aussi dans certains cas. Comme on dit en québécois, on ne file pas parfaitement pour vraiment apprécier. Mais là, on va passer 2 journées à Arequipa, à 2400 mètres d'altitude, 2 nuits. Fait que là, c'est le temps de s'acclimater, c'est ça, un petit peu. 2 nuits dans la vallée de Colca à 3300. 2 nuits au lac Titicaca à 3008. Là, en une semaine, on a eu le temps de bien s'acclimater. On va être correct quand on va arriver au lac Titicaca aussi. Pensé, là. C'est pensé. Et après ça, on commence à redescendre. Cusco à 3004 et Machu Picchu à 2004. OK. Machu Picchu. À la fin, Machu Picchu est moins au bout de 2 semaines et un peu plus, quand on va être à Machu Picchu, qu'on va être très, très bien acclimaté, au lieu d'arriver là dans les premières journées, on va se sentir vraiment parfaitement en condition pour déguster Machu Picchu, jouir du moment présent. Être en harmonie avec le site comme tel. Pas dire j'ai mal à la tête un peu, il faut que j'y aille pareil, tu sais, ou des choses comme ça. C'est bien ça, que ce soit pensé de cette façon-là. Comment, parce que je pense que c'est important de le repréciser, là, la philosophie Voyage Humania, c'est beaucoup dans la rencontre avec les peuples, avec les gens sur place. Dans ces circuits-là, on va avoir plusieurs rencontres. Au Pérou, on va faire 5 ethnies qu'on va rencontrer. On ne va pas juste les voir prendre des photos et repartir. Dans un cas, il y a un projet de tourisme solidaire qui est fait avec un village. Dans un autre cas, par exemple, à l'île Taquilé, au lac Titicaca, c'est eux qui développent leur propre
entreprise, philosophie touristique, c'est de l'écotourisme Yes. comme tel. Et en Amazonie aussi, le village qu'on va rencontrer, vraiment, il va retirer les bénéfices des visites de personnes qui vont venir de temps en temps comme ça. Donc, on veut que ce soit des rencontres interactives parce qu'on veut faire vivre aux gens la réalité de ces différents peuples-là, du sud du Pérou, de l'Altiplano, de la Cordillère des Andes, de l'Amazonie. Donc, on va vraiment prendre le temps. Je pense qu'on est vraiment dans le voyage. Dans le voyage expérientiel. Dans le sens pur du voyage. La découverte, aller à la rencontre de... Les 5 dimensions. Oui, et non pas juste passer puis saluer. Les 5 dimensions de diversité, découverte, dépaysement, détente et un petit peu de dépassement de soi. Dans ces 2 voyages-là, tout est là. Ah, j'aime ça, c'est bien résumé, ça! Non, mais vraiment, tu me fais des finales, c'est parfait pour la finale de l'émission. Hey, non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Marc-André, si on veut plus d'informations, évidemment, sur le site web. Dans le site web de Voyage Humania, tout est décrit. Et les émissions, d'ailleurs, vont se retrouver dans le site web de Voyage Humania également. Si vous voulez revoir l'émission, c'est possible de le faire dans le site web de Télémag, aussi, bien sûr, à télé-mag.tv. Marc-André, merci beaucoup. C'est un plaisir de discuter voyage avec toi. Ça fait plaisir. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Marc-André. Merci à vous d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre destination voyage à Voyage Magazine. Bye bye tout le monde. Voyage Humania vous a fait découvrir le monde de façon responsable. Ensemble, préservons la beauté du monde.